Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projection, débat, animation et expérience digitale, parrainé par Michel Spiro et Pierre Richard, du 9 au 14 octobre 2018. Le thème du mammouth lie un peu les trois mondes qui sont décrits par le réalisateur. Il y a le monde évidemment des chasseurs d'ivoire, et puis ensuite on passe assez rapidement au musée du mammouth en Russie, et puis de là en Corée. Et puis de l'autre côté de la Terre, il y a Harvard et George Church qui travaillent dans son laboratoire. Et bon, ces trois mondes sont un peu déconnectés, mais on a l'impression que c'est un peu la même histoire, alors qu'en fait ce sont des histoires très très différentes. Alors évidemment, pas d'ambiguïté sur le fait que les chasseurs d'ivoire sont à des années-lumière de ce qui se passe dans les laboratoires. Mais dans les deux laboratoires, il y a un peu une confusion. Il y a d'un côté le clonage, on a vu pas mal d'expériences sur, par exemple, les chiens. Et puis, ce qui se passe à Harvard avec George Church. Et ce sont deux technologies très différentes. Vous avez sans doute entendu parler du clonage avec Dolly la brebis. C'était dans les débuts des années 2000, si je me rappelle bien, où des Écossais avaient pour la première fois réussi à prendre des cellules d'une brebis adulte sur les tétines de la brebis. Et donc, c'était une brebis adulte. Et ils ont réussi à cloner une nouvelle brebis, donc à créer une nouvelle brebis qui est née comme un agneau, mais qui était identique génétiquement à cette brebis adulte. C'est ce qu'on appelle le clonage. Depuis, donc, en particulier les Coréens, mais beaucoup d'autres pays ont réussi à étendre cette technologie à beaucoup d'autres animaux. Et beaucoup d'autres animaux, en particulier de ferme, utiles pour l'agriculture, sont nés par clonage. Et donc il y a un aspect très commercial, évidemment, aussi pour les animaux domestiques, les animaux de compagnie, pour les chiens en particulier. Et donc c'est ça qu'ils aimeraient faire avec le mammouth. Pourquoi c'est très difficile et pourquoi il doit aller dans ce laboratoire spécialisé? Parce que pour pouvoir cloner, il faut une cellule vivante de l'animal qu'on veut cloner. Donc pour la brebis, ça ne posait pas de problème. Pour le mammouth, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc quand ils ont réussi à déterrer un mammouth entier avec encore de la chair, du muscle, congelés, ils se sont dit peut-être qu'il y a encore des cellules vivantes et on pourrait répliquer l'affaire de Dolly la brebis avec notre mammouth. Donc ça, c'est la première technologie. Alors, on n'a pas vraiment le fin mot de l'histoire. On les voit chercher, on les voit mettre des cellules en culture dans des boîtes de pétri. On ne sait pas s'ils en ont trouvé. Bon, la réponse, on la sait aujourd'hui, on la connaît, c'est qu'ils n'en ont pas encore trouvé, parce que sans doute que dans les conditions dans lesquelles le mammouth a été préservé, les conditions ne sont pas réunies pour préserver les cellules vivantes pendant entre 10 et 30 000 ans. Puis alors, par contre, l'autre approche, celle de George Church, le grand monsieur barbu dans son laboratoire à Harvard, elle est complètement différente. Lui, il ne s'intéresse pas du tout à retrouver des cellules de mammouth. Par contre, ce qu'il aimerait faire, c'est partir de l'ADN de l'éléphant, qui est l'animal le plus proche que l'on connaisse du mammouth, l'éléphant d'Asie. Et ce qu'il voudrait faire, c'est modifier le génome de l'éléphant pour que le génome de l'éléphant soit identique ou très proche de celui d'un mammouth. Et ensuite, évidemment, créer un mammouth aussi. Il voudrait faire naître un mammouth vivant, quelque chose qui ressemblerait très similaire à un mammouth, à partir d'un génome d'éléphant modifié. Alors là, c'est des technologies qui sont aussi très récentes, qui consistent à éditer le génome, exactement comme vous éditeriez un texte dans votre logiciel de traitement de texte. Vous dites, tiens, il faudrait que je change un mot à un autre, vous allez chercher à remplacer, vous remplacez le mot. C'est exactement pareil, on peut faire ça aujourd'hui très facilement dans les laboratoires. Et donc, à un moment donné, vous voyez George Church dans son laboratoire avec une grande blouse blanche, et il a un collègue qui lui montre un écran avec des cellules vertes et des cellules un peu plus foncées. Et l'assistant lui dit tiens, là j'ai réussi à faire 50 éditions. Donc là, c'est exactement ça, c'est qu'ils sont partis de cellules vivantes d'éléphants. Ils ont déjà réussi à modifier 50 endroits dans le génome de l'éléphant qui le rapprochent du génome du mammouth, dont on connaît la séquence. À partir des restes de mammouth trouvés dans le permafrost, on a pu séquencer le génome du mammouth. Donc on sait où on veut arriver, on sait d'où on part avec le génome de l'éléphant. Et tout le travail consiste à faire l'énorme chemin qui permettrait de passer entre les deux génomes. Donc ça, c'est un peu l'ambiguïté quelque part qu'il y a dans le film, c'est qu'on ne comprend pas bien les différences entre ces deux grandes approches. Et c'était ça qui était important peut-être de dire, c'est que les deux sont très difficiles à réaliser.
aujourd'hui, ça ne marche pas. Ils n'ont pas encore réussi. Le film a été fait sans doute il y a 1 an ou 2 et depuis, ça ne marche toujours pas. Le mammouth, ici, c'est le fil rouge dans tout le film qui nous permet de réunir ces différents mondes. Alors, il y a le côté un peu choquant, pas choquant, mais le côté un petit peu étonnant de cloner des animaux de compagnie. Et donc, cloner un mammouth, pourquoi ? On peut se poser la question, est-ce que c'est pour, si on y arrive, le faire vivre tout seul ? Parce que sans doute que ça ne marchera qu'une fois, tout seul dans une réserve, et donc avoir des touristes qui viennent voir le mammouth. Donc ça, on peut se poser la question de la pertinence de ce projet. Par contre, ce qui est peut-être plus intéressant aussi, c'est de se poser la question de l'impact sur la société humaine. Qu'est-ce que veut dire modifier un génome quand on est un humain et qu'on peut modifier des génomes humains? Qu'est-ce que ça veut dire cloner quand on est un humain et qu'on sait qu'on peut cloner des primates, donc, ou en tout cas des génomes des espèces qui sont très proches de primates. Donc ça, c'est d'autres questions qui ne sont pas du tout abordées dans le film et qui sont sans doute génératrices de grosses questions. Et peut-être que vous avez des questions d'ailleurs, des éclaircissements, des points que vous voudriez aborder sur les problèmes liés à l'édition du génome, qui présentent des avantages, hein, évidemment. Vous connaissez tous le problème des maladies génétiques, qui sont des situations où dans le texte du génome, il y a un morceau qui manque ou un morceau qui a été mal écrit. Si on reprend l'analogie du texte dans le traitement de texte, il y a une virgule qui manque et tout d'un coup on ne comprend plus la phrase. Ben, c'est la même chose pour une maladie génétique. On aimerait bien avoir un logiciel d'édition qui permet de remettre la virgule et du coup redonner du sens à la phrase. C'est exactement la même chose et on peut le faire aujourd'hui avec des technologies qu'utilise George Church. Donc il y a des avantages, mais on peut aussi imaginer dire tiens, moi, dans le génome, il y a un truc que j'aime pas trop, j'aimerais bien le changer, j'aimerais bien l'améliorer. Et là, on imagine toutes sortes de dérives possibles si on cherche à améliorer la situation actuelle. Oui, parce qu'on peut aussi bien travailler sur la santé comme travailler sur le physique et à la place de la chirurgie esthétique. Exactement. On peut dire, aujourd'hui, on commence à mieux connaître les déterminants génétiques, par exemple, pour prendre un cas simple, de la couleur des yeux, ou de la couleur des cheveux, ou de la forme de certains organes sur le visage, la longueur du nez, l'écartement des oreilles. Toutes ces choses-là commencent à avoir, on commence à mieux comprendre d'où ça vient, pourquoi les choses sont comme on les voit à partir de l'information du génome. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Bienvenue à Gattaca. C'est un film de la fin des années 90 avec Uma Thurman et était magnifique. Ethan Hawke. Oui, et c'est précisément... bon, je ne vais pas vous refaire le film, mais en gros, il y a à un moment donné un couple qui va dans une officine et il y a un technicien derrière la table ce couple veut concevoir un enfant. Et le monsieur vient avec un sorte de menu, un catalogue, et il coche yeux bleus, cheveux bruns, la taille, la musculature, le sexe évidemment. Donc voilà, ils font leur choix, et puis il faut un chèque. Et puis voilà, l'affaire est dans le sac, ils ont designé leur futur enfant. Et donc ça, ce sont des choses qui deviennent possibles avec les technologies d'édition. Donc certainement pas nous, enfin pas moi en tout cas, nos enfants ou peut-être les enfants de nos enfants auront peut-être ce monde-là à leur portée et donc devront faire des choix ou participer à la législation dans ce domaine pour que ce choix ne soit pas possible. Ce sont des choses des questions qui devront être résolues très très vite parce que la technologie avance beaucoup plus vite que la législation et donc il faut vraiment réfléchir à ce genre de choses. Peut-être quelques questions. Le micro. Donc la question c'était qu'est-ce que le séquençage ? Ouais, donc le séquençage c'est simplement le fait donc, dans chacune de nos cellules il y a un génome. Un génome c'est l'ensemble des informations génétiques qui nous permet à nos cellules de fonctionner. On a hérité une copie de notre père, une copie de notre mère, donc on a 2 copies du génome humain dans chacune de nos cellules. Et ce génome, c'est en fait une longue série de lettres, de 4 lettres, A, T, C, G, qui sont en chapelet comme ça, le long d'une molécule. C'est comme une molécule qui fait environ 2 mètres de long, et ces 2 mètres sont impactés dans chacune de nos cellules. Donc c'est un fil très très fin, évidemment. Et séquencer revient à lire ce texte, tout simplement. Donc à lire les informations
la succession des 4 bases ATCG, l'ordre dans lequel ces 4 bases viennent, ces 4 lettres viennent, c'est ça ce que ça veut dire séquencer. Donc là, on a un texte de 3 milliards de lettres, donc c'est plusieurs milliers de fois à la recherche du temps perdu de Proust, par exemple, c'est un très 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 long texte. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas d'espace, donc c'est juste 4 lettres ATCG les unes derrière les autres, et on essaye, notre travail par exemple au laboratoire, c'est d'essayer de donner du sens à cette information. Où sont les mots, où sont les phrases, voilà. Quel sens est-ce qu'on peut donner à ces 4 lettres ATCG dans une succession de 3 milliards? C'est l'abréviation des 4 molécules chimiques qui composent la molécule d'ADN. L'adénine, la thymidine, la cytosine et la guanine. Mais plutôt que de revenir sur ces 4 longs mots, on parle d'ATCG. Pourquoi vous avez dit qu'on en ferait sûrement qu'un mammouth? Oui, je me suis peut-être un peu avancé. Déjà que c'est tellement difficile d'en faire un que... Une fois qu'on en a fait un, on peut en faire plusieurs. Une fois qu'on en a fait un, on peut en faire plusieurs. Alors, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas résolu vraiment, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez la fin de l'histoire de Dolly, quand la brebis est née, elle allait bien. Tout le monde était émerveillé de voir cette copie conforme de la brebis adulte gambader. Elle était en bonne santé. Puis elle est décédée assez rapidement de vieillesse, prématurément. Et la raison pour laquelle elle est décédée prématurément, c'est que, en fait, la molécule d'ADN dont on vient de parler, elle est répartie sous forme de chromosomes dans les cellules. Et chaque chromosome, c'est un petit bâtonnet de lettres ATCG qui se succèdent les unes derrière les autres. Et au bout, il y a ce qu'on appelle les télomères. C'est les extrémités de ces bâtonnets. Et quand vous naissez, vos extrémités, les télomères, sont assez longs. C'est des petits fragments d'ADN qui sont collés aux extrémités des chromosomes et qui sont longs, qui ont une certaine taille, on va dire. Et puis plus vous vieillissez, plus vos cellules se divisent, plus ils se raccourcissent. Et donc, le clonage, qui consiste à prendre une cellule adulte et en faire un nouvel individu, eh bien, on part d'une cellule vieille, qui a déjà les télomères un peu raccourcis. Et donc, la cellule qui va donner naissance à la nouvelle brebis, la brebis est jeune, au départ, évidemment, elle vient de naître, mais elle a un génome qui est celui d'une personne, d'une brebis adulte vieille. Donc le mammouth en question, s'il est cloné, il va peut-être vivre quelques années, mais il va mourir prématurément, parce qu'on ne sait pas rallonger les télomères. Et puis, si on veut recloner à partir de là, ça va très rapidement être impossible, puisque les télomères vont directement donner naissance à un mammouth qui va vieillir très très rapidement. Alors on peut imaginer des solutions qui consisteraient à éditer le génome, en rallongeant les télomères avant de cloner. Mais personne n'a encore essayé de faire ça, donc c'est une solution théorique, on va dire. Et au niveau de la communauté européenne, on va dire, on en est où par rapport au BGI des Chinois? Alors, parce que, oui. Enfin, je ne sais pas, vu ce qu'il disait dans le film, comme quoi le Parti communiste était à la tête. Oui. Et vu le personnage qu'on a vu dans le film, je ne sais pas, ça me fait peur si jamais Oui. ça peut facilement dégénérer. Absolument. Alors, c'est une très très bonne question. Le BGI, c'est un centre de séquençage. C'est vraiment une usine, vous avez vu, avec toutes les machines et les séquences de l'ADN, Pourquoi est-ce que le Parti communiste et sans doute des personnalités militaires sont intéressés d'être dans le conseil d'administration? C'est pour garder un œil sur quelque chose qui est stratégique pour le pays. Pour exactement cette raison, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, les États-Unis, en 2014 et en 2015 respectivement, donc 2014 pour l'Angleterre, pour la Grande-Bretagne, 2015 pour les États-Unis, ont lancé des programmes de séquençage massifs de leur population à vocation biomédicale, donc pour découvrir des variations dans la population qui mèneraient à des maladies. Et en 2016, en juin 2016, à la fin du gouvernement Hollande, le ministre de la Santé et le Premier ministre ont annoncé un plan équivalent en France qui consisterait à séquencer plusieurs millions de Français, donc le génome de plusieurs millions de Français. Donc c'est un programme qui est en cours aujourd'hui, avec un gros centre de séquençage qui est à Évry et qui est administré par le Centre
Centre de recherche pour l'énergie atomique, le CEA. Donc, vous voyez, on n'est pas si loin, finalement. Et il y aura comme ça plusieurs centres qui vont être répartis en France. Et les médecins de ville, les hôpitaux, pourront référer un patient à ces centres pour avoir leur génome séquencé, de la même manière qu'aujourd'hui, ils vous réfèrent à un laboratoire d'analyse au coin de la rue pour faire une analyse de sang. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier des susceptibilités à des maladies ou même des problèmes génétiques graves grâce au séquençage. Donc, pour l'instant, on en est là. Le programme n'a pas encore séquencé la première personne parce qu'il faut construire les centres de séquençage, il faut avoir les fonds, il faut trouver les filières qui permettent de diriger les patients vers du médecin vers le centre de séquençage. Comment on va récupérer, stocker l'information, tout ça, c'est pas encore complètement établi. Mais avec un peu de retard, le gouvernement français, le gouvernement britannique, les États-Unis sont exactement dans la même ligne. Alors, les premiers patients qui vont participer à ce projet seront des patients qui existent déjà sous forme de ce qu'on appelle des cohortes, donc des grands groupes de patients qui ont la même maladie génétique, donc ce sont toujours des malades qu'on va séquencer dans le cadre de ce programme, donc des maladies génétiques et pour lesquelles on n'a pas de solution pour l'instant. Et l'idée, c'est de pouvoir séquencer leur génome pour, d'une part, diagnostiquer avec certitude la maladie, donc être sûr qu'ils ont la maladie parce qu'ils ont un problème dans leur génome, et ensuite aider à trouver des solutions sur le long terme. Donc en France, il y a des dizaines de cohortes, chacune de quelques dizaines à quelques centaines, voire milliers d'individus qui souffrent de la même maladie chaque fois et qui vont passer dans ce système. Donc ils existent déjà, ils sont déjà identifiés, ils ont déjà donné leur consentement. Après, quand ça va être plus le tout venant, la question, ça va être par exemple le diabète, le cancer, donc pas des maladies génétiques rares, mais des maladies communes pour lesquelles il y a une composante génétique. On sait qu'il y a des problèmes dans le génome, des variations dans le génome qui peuvent rendre les gens plus susceptibles à avoir le diabète ou le cancer. Et donc là, ils vont aussi participer à ces programmes. Et ça va être toujours le médecin qui va les référer au centre de séquençage, qui va prendre la décision de faire séquencer le génome. Maintenant, vous, si vous voulez, si vous êtes en bonne santé, vous voulez avoir une analyse de votre génome, aucun problème, ça peut être fait dès aujourd'hui. Il y a une société aux États-Unis qui s'appelle 23andMe, 23 et moi, 23 parce qu'on a 23 paires de chromosomes dans notre génome. Il y a un site web qui est très bien fait, vous leur envoyez vous remplissez un formulaire, en quelques jours, ils vous envoient à la maison un petit tube avec dedans un badigeon, vous passez dans la bouche pour récupérer des cellules de votre muqueuse à l'intérieur de la bouche, refermez le bouchon, vous envoyez par la poste, et 2 semaines plus tard, vous avez un site web avec votre génome et toutes les susceptibilités. Alors, le but principal avéré de cette société, c'est de vous donner une reconstruction historique de votre généalogie génétique. D'où vient votre génome? Parce qu'on peut retrouver aujourd'hui des signaux dans votre génome qui permettent de dire, OK, cette personne inconnue, une partie de son génome vient des steppes orientales de l'Asie du Nord, une partie vient d'Afrique du Nord et une autre partie vient d'Irlande. Donc on peut reconstituer comme ça les origines géographiques des ancêtres d'une personne à partir de son génome. C'est toujours très ludique de voir un peu d'où on vient en termes d'origine géographique, au cas où on ne le sache pas. Et l'autre partie, c'est évidemment la susceptibilité à environ une 50aine de maladies génétiques. Donc il vous donne ça sur une liste en disant, voilà, vous avez le variant qui donne la susceptibilité à telle ou telle maladie génétique. Mais en général, si vous avez plus de 20 ans et que vous faites ça, vous le savez si vous avez cette maladie ou pas. Parce que ce sont des maladies qui se déclarent très très tôt au cours de l'enfance. Et donc, en général, c'est assez anodin. Sauf pour la maladie d'Alzheimer, où là, il y a un variant très connu qui octroie un risque très élevé d'avoir la maladie d'Alzheimer à 70 ans ou plus. Et là, on peut choisir de cocher ou pas cocher la case « Voulez-vous connaître l'information qui se trouve à cette position dans votre génome ?» Vous pouvez choisir de ne pas la connaître et donc de vivre dans une douce ignorance. Ça coûte 100 €. C'est pas coûteux du tout. Il y a des packages familiaux, il y a des opérations spéciales à Noël. C'est tout à fait abordable. S'il vous plaît, j'ai 2 questions.
Une concernant, c'est à la suite de Dolly tout à l'heure, vous me disiez que Dolly est née vieille, on va dire, quoi. Et qu'est-ce qu'il en est des chiens coréens? C'est une bonne question. Là, ils n'en parlent pas, mais il est probable, vu que ce problème n'a pas été résolu, que les chiens coréens sont aussi, probablement, auront une durée de vie écourtée, pour les mêmes raisons. Ok. Ouais. Et ils sont vendus à combien? Ça, Bon, c'est ça, c'était de l'ordre de 100 000 $ pour un chien. Ouais. ok. La durée de vie n'est donc pas assurée. Donc. Dont la durée de vie n'est pas assurée. Mais ça, c'est pareil, le chien peut passer sous une voiture, il peut y arriver plein de choses, donc oui, effectivement. Oui, bon, d'accord. Deuxième question, ça concerne la thérapie génique. Oui. Quand on est adulte, le génome est fixé. Donc, où est-ce qu'on peut encore modifier le génome lorsqu'on est adulte et donc Absolument. qu'on est définitif là. Oui, c'est une très bonne question. Alors, dans notre corps, des cellules se renouvellent constamment parce qu'elles vieillissent en quelques jours et souvent il faut donc renouveler nos cellules. Et à chaque fois qu'une cellule se renouvelle, elle se renouvelle par division. Donc on a une cellule qui se coupe en deux, et qui se divise et qui fait 2 cellules. Donc comme ça qu'on arrive à maintenir notre stock de cellules dans notre corps. Et à chaque fois qu'une cellule se divise, évidemment le génome lui aussi il doit se diviser et se dupliquer en 2 copies, une pour chacune des 2 cellules filles. Et quand le génome se réplique pour aller une partie dans chacune des 2 cellules filles, eh bien il fait des erreurs. Pas beaucoup, on a beaucoup de chance. Notre génome, notre machinerie de ce qu'on appelle la machinerie de réplication du génome est incroyablement fidèle. Et dans les 3 milliards de bases de notre génome, par réplication, donc par cycle de division cellulaire, elle fait moins d'une centaine d'erreurs. Donc c'est incroyable, c'est fabuleux comme mécanique moléculaire, mais elle en fait quand même donc quelques dizaines. Et ces quelques dizaines, la plupart du temps, sont totalement bénignes, mais parfois peuvent taper en plein dans une fonction du génome qui est très importante. Et là, ça modifie complètement le sens du gène ou de la région du génome qui était à cet endroit. Et ça peut déclencher effectivement une modification de la fonction des cellules concernées. Et donc ça peut être une maladie, par exemple, effectivement. Donc ça, c'est pas l'origine de votre... Enfin, vous étiez parti sur la thérapie génique. Donc la réponse à votre dernière question, c'est oui, notre génome continue à se multiplier dans notre corps et à chaque multiplication, à chaque division cellulaire, il y a des erreurs qui sont commises. Et ça peut, par exemple, mener à un cancer. Ça peut mener à un nouveau grain de beauté. Ça peut nous mener à des choses anodines ou à des choses très, très graves. Alors, non, on ne peut pas intervenir. Par contre, effectivement, la thérapie génique consiste à prendre des cellules malades dans le corps d'un patient. Mais là, cette maladie, je vais prendre l'exemple du professeur Alain Fischer à l'hôpital Necker. Vous connaissez peut-être l'histoire des enfants bulles, des enfants qui n'avaient pas de système immunitaire. Et donc, ils étaient évidemment soumis constamment à des pathogènes dans l'environnement et ils risquaient de tomber malades et de mourir d'un mauvais rhume parce qu'ils n'ont pas de système immunitaire pour se protéger. Donc, ils vivaient dans des bulles en plastique, évidemment très, très handicapant. Et le professeur Fischer a proposé de faire de la thérapie génique, donc de prendre des cellules où normalement le système immunitaire se développe, c'est-à-dire dans la moelle épinière en l'occurrence pour ces enfants, de modifier le génome, donc de corriger l'erreur dans le génome et de réinjecter les cellules corrigées dans la moelle épinière des enfants en espérant que maintenant le système immunitaire se déclenche et se mette en marche. Et c'était fabuleux parce que ça a marché. Donc les enfants sont sortis de leur bulle et tout d'un coup avaient un système immunitaire. Malheureusement, la réintroduction du morceau modifié dans le génome a eu des effets secondaires et a modifié d'autres endroits dans le génome. Et les enfants, plusieurs, ont déclenché des leucémies après. Et donc, ça a mis un stop à ce projet de thérapie génique. Donc, la technologie de thérapie génique peut fonctionner, mais c'est encore un peu incertain. Par contre, la technologie qui n'a pas développé, mais qu'utilise le professeur George Church dans le film, c'est encore plus puissant que la thérapie génique et c'est appelé à remplacer la thérapie génique. Parce que là, on peut modifier avec beaucoup plus de précision, sans effet secondaire, le génome. Mais il n'y a pas encore eu de cas avéré chez l'humain, en tout cas, de thérapie génique à partir de CRISPR-Cas9, autant que je sache.
Pour la thérapie génique? Ah oui, oui, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, des expériences ont eu lieu sur des souris, des macaques, donc des primates, qui ont des maladies génétiques, qu'on a réussi à corriger grâce à la technologie CRISPR-Cas9, la fameuse, c'est le doux nom de cette technologie qu'utilise le professeur Church, qui modifie, qui édite le génome. Donc, ces expériences sont possibles aujourd'hui, probablement chez l'humain, mais sont interdites. Sauf en Angleterre, où des expériences sont autorisées sur l'embryon humain d'éditer le génome, mais avec une limite dans le temps de quelques jours après la fécondation. Donc ça reste un petit amas de cellules qui est considéré comme juste un amas de cellules. En Chine, il y a des études qui ont été faites où la modification a été introduite et les cellules sont divisées pendant 2 ou 3 semaines. Je crois que c'était 14 jours, c'était 2 semaines. Bon, plus loin, mais ils ont publié, ça a été public, ils ne sont pas cachés, mais ils ont dit on a terminé la croissance cellulaire à 14 jours. Donc vous voyez, on est très très proche. Alors ça, c'est ce qui est connu, mais on peut imaginer que dans des laboratoires où on est un peu plus discret, on ne publie pas et on veut avancer, eh bien on passe outre. Je ne comprends pas très bien en quoi la technique du professeur Church est bien meilleure que l'autre. Alors, elle est bien meilleure parce que elle est très facile d'utilisation. En fait, la technologie du professeur Church, elle est commercialisée sous forme de kit sur Internet aujourd'hui. Et pour $250, vous pouvez faire la même chose que le professeur Church dans votre cuisine ou dans votre garage, sur des bactéries. Le kit consiste à faire pousser des bactéries sur un peu de gélose, une sorte de gelée dans une boîte de pétri. Donc elles poussent. Et puis, dans le kit, il y a un autre petit sachet avec de la gélose. Mais là, si vous voulez faire pousser ces bactéries sur cette deuxième gélose, elles ne pousseront pas parce qu'il leur manque quelque chose. Et donc, l'expérience consiste à modifier le génome des bactéries pour qu'elles puissent pousser sur le deuxième milieu. Donc, vous faites la manip et vous pouvez voir qu'elles poussent sur le deuxième milieu. Et vous avez fait une manipulation génétique dans votre cuisine sur des bactéries. C'est des bactéries pas du tout pathogènes, donc il n'y a pas de risque. Mais c'est pour dire que c'est très, très facile d'utilisation. En gros, vous mélangez 3 tubes et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, par contre, il y a beaucoup d'éditions à faire pour passer du génome de l'éléphant au génome du mammouth. C'est pour ça que c'est difficile dans le cas du mammouth. Mais corriger un problème à un endroit dans le génome avec la technologie dont on parle là, c'est vraiment pas très compliqué. Tous les laboratoires, beaucoup de laboratoires en biologie moléculaire en France et dans le monde le font aujourd'hui, c'est pas compliqué. La thérapie génique, par contre, donc le cas par exemple du professeur Fischer, c'était de extraire donc des cellules, ça il faut commencer par là de toute façon, d'un patient, et il a utilisé un virus atténué pour infecter les cellules. Donc le virus était une sorte de vecteur qui contenait dans la capside du virus l'ADN corrigé. Et le virus a infecté les cellules de la moelle épinière des patients, entrait donc dans la cellule, injectait son génome, le génome du virus trouvait son chemin jusque dans le noyau de la cellule du patient. Il y avait une opération sur laquelle on comptait un peu, on croisait les doigts pour qu'il y ait une sorte de recombinaison, c'est le terme utilisé, pour que le génome du virus, avec la partie modifiée, se mette au bon endroit, corrige l'erreur, que les cellules survivent et qu'on puisse les remettre avant qu'elles ne meurent dans le patient. Et le problème, c'est que le virus, il s'intègre dans le génome du patient, mais il peut s'intégrer à plein d'endroits, et c'est là qu'on perd le contrôle. Tandis que la technologie, là, elle est ultra précise, c'est des ciseaux qui coupent là où on veut. Alors, il y a beaucoup de débats dans la communauté sur est-ce que vraiment on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire ou pas. Alors, il y en avait, mais il y en a de moins en moins, et donc aujourd'hui, ça devient très, très robuste. Ouais. Oui, donc il y a comment dire, dans la science-fiction, on voit parler pas mal de clones humains. Et c'est un des grands problèmes d'éthique aussi sur ces problématiques-là. De ce que j'entends, de ce que vous dites à l'heure actuelle, c'est que pour l'instant, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est beaucoup plus sur la manipulation génétique que l'on pourrait avoir éventuellement sur l'humain, mais au niveau des cellules, et pas vraiment le clonage, puisque le clonage, ça apporterait rien avec un humain qui serait à moitié... Alors, je vais prendre un exemple. Imaginez que
quelqu'un arrive en fin de vie, en bonne santé, mettons 85 ans, sans que sa dernière heure est venue, et se dit, mince, j'aimerais bien vivre un peu plus longtemps, mais là je sens que ma fin est proche. Il est en bonne santé, simplement ses organes sont vieux. Donc, un moyen de prolonger la vie, ce serait d'avoir des tas d'organes neufs. Donc là, la personne pourrait dire, bon ben je vais payer une société pour me cryopréserver. Ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Et donc on rentre dans un grand coffre avec à moins 80, on est cryopréservé. Et puis, le jour venu où la technologie sera autorisée, on peut prélever des cellules sur cette personne, la cloner, faire un nouvel adulte exactement génétiquement identique et s'en servir comme une sorte de banque d'organes pour remplacer les organes de la personne qui est dans le congélateur. C'est techniquement, théoriquement possible. C'est horrible, mais c'est possible. Donc, oui ? Oui. Alors c'est un petit peu la même chose, sauf que, alors déjà quand vous avez 80 ans et qu'on vous dit bon, on va prélever des organes d'une personne qui a 20 ans et ça vous donnera 30 ans d'espérance de vie supplémentaire, on ne va pas argumenter, dire bah non, c'est pas assez, c'est déjà pas mal. L'autre chose, c'est que même un corps d'une personne de 80 ans contient ce qu'on appelle des cellules souches. Ça, c'est des découvertes qui sont post-Dolly, donc plus récentes, et donc on ne savait pas à l'époque de Dolly. Alors peut-être que c'est ce qu'ils utilisent pour le clonage des chiens, mais ça m'étonnerait. Des cellules souches, elles sont très rares, très difficiles à trouver, mais elles existent dans le corps humain à plein d'endroits. Et ces cellules souches, elles sont ce qu'on appelle, c'est comme des cellules primordiales qu'on a au moment où on est un embryon. Elles peuvent devenir tous les tissus du corps. Et celles-là, par un mécanisme qu'on comprend mal encore, elles sont jeunes. Elles ont les télomères longs. Par exemple, les spermatozoïdes produits par les mâles de mammifères, eh bien, ces spermatozoïdes sont renouvelés constamment à partir de cellules souches, toute la vie adulte. Donc, ces cellules sont fonctionnelles, existent, et on pourrait imaginer les prélever pour cloner à partir de là. Merci. Alors, je vais poser ma question. Merci. Merci pour toutes vos réponses. Vous êtes donc enseignant-chercheur à l'ENS. Moi-même, je suis dans un autre institut de recherche et enseignant-chercheur. Et pour moi, je suis convaincue qu'en effet, la science progresse à la vitesse grand V. Mais peut-être ce qui manque dans l'enseignement qui est offert aux jeunes, ces jeunes qu'on a vus à l'écran complètement... Enfin, ils sont très heureux de ce qu'ils font et on les comprend parce que c'est formidable. Peut-être que ce qui nous manque à tous, c'est un enseignement de la philosophie et de l'éthique. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Peut-être qu'avec la création de PSL, Paris Sciences Lettres, auquel vous appartenez, donc des universités beaucoup plus grandes qui réunissent des enseignants-chercheurs en philosophie, en histoire des religions, en ceci, en cela, peut-être qu'on va arriver à obliger, entre guillemets, tous ces futurs chercheurs à s'initier quand même à d'autres valeurs que les valeurs de la biologie ou de la génétique, et que peut-être ça pourrait être une solution pour ne pas arriver au Big Bang, parce que je pense que toutes les personnes ici présentes se sont dit, mais on va dans le mur, à quoi ça rime? Ça n'a pas de sens quand la moitié de la Terre est encore en train de se taper dessus par manque d'eau, par manque de nourriture, etc. Vous avez raison. Donc, bon, pour vous rassurer un petit peu, parce qu'on a parlé de choses assez extrêmes tout à l'heure, il y a un moratoire en ce moment international qui propose de ne pas faire de recherche d'édition du génome humain, par exemple. Le clonage humain aussi, c'est pas permis. Donc il y a un frein très très fort international sur ces techniques.
Par contre, chez les animaux, là, ça y va. L'INRA, en France, développe des tas d'animaux de ferme clonés ou génétiquement modifiés avec les technologies CRISPR. Ça ne pose aucun problème. Des plantes, des animaux, etc. Mais sur la question des valeurs, alors bon, je ne suis pas philosophe moi-même, c'est un terrain, disons, toujours un petit peu risqué, mais on a vu dans le film tout à l'heure, par exemple, je vais prendre un contre-exemple. Nous, on est choqués, par exemple, par la jeune guide du BGI chinois qui est interpellée par le jeune homme suédois, où il dit « mais vous savez ce que vous venez de dire ?» où elle dit « on peut cribler les embryons pour vérifier qu'ils n'ont pas de trisomie 21 et on les élimine avant qu'ils naissent. » Et elle a dit « c'est très pratique ». Et lui, il dit « mais vous savez, ça pose des questions éthiques extrêmement sensibles, ce que vous venez de dire ». Elle était un peu ébahie, elle n'a pas réagi. Donc clairement, il y a un grand gouffre sur la question des valeurs entre ces deux personnes. Mais si je prends un contre-exemple, au début du film, au milieu du film, on a vu les chasseurs d'ivoire, quand ils déterraient un mammouth, ils disaient on va quand même essayer d'apaiser les esprits, on va mettre des petites perles en verre et on va mettre une amulette pour que tout se passe bien après, parce qu'il y a une sorte un esprit qui pourrait être dérangé, etc. Et nous, on voit ça un petit peu amusé en se disant tiens, ça ne se passerait pas comme ça ici, chez nous. Donc, on est sensible à certaines valeurs. Les nôtres ne sont pas forcément meilleures que les leurs. Et ça va dans les deux sens. Et donc, les Chinois, en l'occurrence, ils font de mal à personne en faisant ce qu'ils font. C'est un diagnostic préimplantatoire qu'ils font. Donc, voilà, il faut discuter, mais il faut bien se dire que la recherche a besoin d'un cadre légal, que le cadre légal il peut être permissif ou il peut être extrêmement restrictif. Et un cadre légal restrictif dans un pays n'empêche pas la recherche d'avancer dans un autre pays. Et donc il y a aussi des considérations d'avancer des sciences à prendre en compte, en même temps que de protéger la population, protéger la société, de respecter des valeurs. Et c'est un équilibre très très difficile à atteindre et s'il est atteint dans un endroit de la Terre, il ne sera forcément pas le même ailleurs. Et donc voilà, il faut imaginer les choses dans leur globalité. Vous avez raison, il faut continuer à discuter, à réfléchir, sensibiliser les étudiants. On le fait un petit peu à l'ENS quand on discute de ça avec eux. Mais il n'y a pas de solution facile, c'est sûr. Oui, je voudrais juste dire un petit mot en prolongement de ce que vous venez de dire sur l'INRA qui fait des recherches sur le génome animal et que ça pose aucun problème à personne. Je pense qu'on est un certain nombre à trouver que ça pose problème quand même sur l'animal, qu'il y a un manque de respect total de l'animal depuis fort longtemps et ça va de pire en pire. Depuis que l'agriculture existe ? Oui, entre autres. Enfin, ça, c'était pas l'objet de ma question. L'objet de ma question était de savoir justement ce fameux professeur Church, exactement. Est-ce qu'on sait s'il a des liens avec les transhumanistes, par exemple ? Alors, non. Je pense qu'on sait qu'il n'en a pas. Mais disons que c'est quelqu'un de plutôt cartésien et plutôt très respecté dans son domaine. Il est assez âgé maintenant. En France, il serait à la retraite, on va dire. Donc aux États-Unis, ils peuvent continuer à travailler plus longtemps. Mais vous avez vu, c'est un peu un héros national, ou même international, quand il se promène dans les conférences. Moi, j'avais une question qu'on avait commencé un peu à tout juste aborder avant la fin du film, mais on a été interrompu parce que le film arrivait. Dans le clonage, l'animal ou la personne, l'entité qui est clonée, qu'est-ce qui se passe avec la conscience ? Est-ce qu'il y a transmission de conscience ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qu'on a exactement ? Alors, on n'a pas encore fait ça chez l'humain, donc on n'a pas pu poser la question à un humain. Dolly, malheureusement, c'était pas facile de lui poser la question. On n'a pas encore trouvé le gène de la conscience, en supposant que ça existe. Donc, je plaisante un petit peu, mais ou la personnalité. Ou la personnalité même. Alors la personnalité, oui, c'est ce
si on devait répondre aujourd'hui, s'il fallait donner une réponse, on dirait qu'on repart sur une ardoise, on efface l'ardoise et on recommence à zéro quand on renaît à partir de clonage. Et donc la nouvelle personne ne saura évidemment rien de la vie de l'individu qui lui a donné son génome. Maintenant, vous connaissez toujours l'équilibre entre l'inné et l'acquis. L'inné, c'est le génome. L'acquis, c'est ce que vous faites de votre vie une fois que vous êtes né et comment voilà, vous progressez à partir du jeu de cartes qu'on vous a donné au départ, qui est votre génome. Et évidemment, comment vous allez continuer à vivre et à vous développer avec votre génome, eh bien, peut modifier certains aspects du génome selon le type de vie que vous allez mener. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénome. L'épigénome, ce n'est pas l'ADN du génome, mais c'est un ensemble d'informations qui se trouvent sur le génome. C'est pour ça qu'on appelle épigénome, autour du génome, et qui probablement est transmissible aux générations suivantes. Un exemple, par exemple, sur lequel certains chercheurs travaillent, c'est au moment du développement de l'enfant dans le ventre de sa mère, il se peut que la mère subisse un choc émotionnel ou que la mère, par exemple, prenne un médicament. Et que ni ce choc émotionnel, ni ce médicament modifie quoi que ce soit dans l'ADN de l'enfant qu'elle porte, mais modifie quelque chose dans son épigénome. Et ça, des chercheurs étudient aujourd'hui, alors on n'a pas la réponse, mais étudient ce phénomène qui ferait que l'enfant naisse avec une certaine propriété, on ne sait pas très bien laquelle encore, mais qui soit différente que si la mère n'avait pas eu ce choc émotionnel ou pas pris ce médicament. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la génétique, mais avec l'épigénétique. Et donc là, on peut imaginer que selon si la personne qui donne naissance à un clone a subi un certain chemin de vie qui a plein de chocs émotionnels, plein d'alcoolisme, de médicaments, de je ne sais pas quoi, eh bien, il y a un épigénome qui ne soit pas tout à fait le même qu'un autre, et donc transmettre des informations qui contiennent une sorte d'historique de vie de la personne dans son génome, et que la personne qui naît ne soit pas tout à fait la même en fait que l'enfant de l'adulte qui a donné le génome initialement. Vous voyez, qui avait le même génome, mais pas le même épigénome. Donc, ce sont des choses un peu hypothétiques, mais cette question est pertinente parce qu'effectivement, on peut imaginer qu'il y ait des informations transmises comme ça, de génération en génération, qui ne soient pas dans le génome, mais ailleurs, et qui soient des traces de la vie de l'individu. Mais quelque part, quand on voit ces personnes qui demandent que leur chien soit reproduit, en fait, il y a quelque part une tromperie, parce qu'elles ne vont pas retrouver la forme, oui, mais la personnalité, ce qui crée l'affect ne sera pas là. Absolument. Ça sera l'apparence qui sera là. L'apparence, mais le chien ne se rappellera pas de ses maîtres. Tout est à refaire, en quelque sorte, mais bon, on peut imaginer que l'être représenté par ce corps, ils vont y projeter tout un affectif qui est hérité de l'individu précédent, et c'est ça ce qu'ils espèrent recréer. C'est peut-être une chimère. Ce serait intéressant de poser la question aux gens qui ont bénéficié d'un clonage de chiens, de voir comment est-ce qu'ils vivent ça. Je n'ai pas de retour particulier là-dessus. Ça aurait été intéressant de voir Genesis 3.0 et voir si... Oui. Oui, je me rappelle plus de l'histoire de ce film. Ouais. À revoir, oui, sans doute. À revoir, oui. Bien, d'autres questions? Oui, une question là. Ah, monsieur. Alors, il me semble que le Suédois, dans le film, faisait partie des équipes qui travaillent sur le clonage d'espèces en voie de disparition, effectivement. Alors, en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on préserve l'ADN. Est-ce que... je ne sais pas. Je ne sais pas. J'imagine que oui. En tout cas, préserver, ça coûte pas très cher. Et alors, le problème, c'est que les technologies de clonage ont été développées pour des mammifères. C'était Dolly la première. On a pu le faire sur d'autres mammifères, donc des vaches, des cochons, des primates, il me semble que oui.
Par contre, ça pose quand même d'énormes problèmes techniques. À chaque fois, il faut maîtriser la fécondation, il faut maîtriser la manipulation des ovules, du noyau des cellules. C'est des choses qui ne sont pas transférables forcément d'une espèce à l'autre, parce que chaque espèce a ses particularités. Donc on ne peut jamais dire que le clonage sera possible sur toutes les espèces. Donc si une espèce est en voie de disparition, si c'est une grenouille ou un papillon ou un oiseau, ce n'est pas évident qu'on pourra cloner cet animal vu son mode de reproduction. Parce que vous imaginez, dans un œuf d'oiseau, ce n'est pas la même chose que de modifier le génome que dans un œuf de vache ou de brebis. Oui. De préservation, oui. Oui. Mais vous savez, le problème, c'est que ce n'est pas le tout de préserver des cellules d'un individu et d'espérer que grâce à cet individu-là, on pourra refaire vivre l'espèce. Parce que une espèce, pour survivre, en tout cas à l'état sauvage, elle a besoin de diversité. On a besoin de variants, de mutants naturels. Nous sommes tous des mutants, nous avons tous des différences génétiques qui font qu'on ne se ressemble pas, par exemple. Et une espèce, pour survivre dans l'état sauvage, elle a besoin de ces variants parce que sur le long terme, elle va devoir rencontrer des pathogènes, des modifications du climat, de prédateurs, de toutes sortes de choses qui sélectionnent les individus par la sélection darwinienne. Et là, il faut des individus différents les uns des autres pour que certains aient des avantages et d'autres des désavantages et qu'ils puissent survivre à ces pressions de sélection. Bon, c'est un autre domaine, mais toujours est-il qu'un individu, c'est un goulet d'étranglement terrible pour une espèce et ne permettra jamais à une espèce de revivre à l'état sauvage. Elle est vouée pour l'éternité à être dans un zoo avec quelques individus qu'on viendra regarder. C'est exactement la même chose pour le mammouth, absolument. Oui. 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 Elles permettront de faire de l'agriculture. Ah. Mm-hmm. C'est vrai. Donc, oui, non, ça pose des questions importantes, c'est vrai. Bon, l'agriculture, c'est un milieu qui est très très favorable justement, on élimine les pressions de sélection, on enlève on enlève les pathogènes, on enlève les insectes nuisibles, on arrose, donc il n'y a pas de sécheresse. Enfin, on préserve nos champs de tomates et nos champs de maïs de tout ce qui pourrait empêcher la pousse. Donc, au contraire, là, c'est extrêmement favorable. Et quand donc, il n'y a pas besoin de diversité. Au contraire, on veut que tout le monde soit pareil. Tant que ça reste de l'agriculture, c'est pas très grave. Vous avez besoin d'un micro si vous voulez discuter. Oui, je disais, ces graines, elles ont, quand une tomate elle va se transformer au fur et à mesure des années, elle va se modifier légèrement, elle va s'adapter, comme l'animal, comme l'homme. Ah oui. Donc elle va subir des modifications et voilà. Mais la graine qui ne subira pas de modification et qui sera toujours la même. Ce qu'on veut préserver en les stockant dans des banques dans le froid, c'est juste l'information génétique. Ce n'est pas forcément de les remettre dans l'état naturel pour repeupler une terre future, etc. C'est de préserver l'information génétique qui est héritée de centaines de millions d'années d'évolution. Et si l'espèce disparaît, toc. C'est comme toute une œuvre littéraire qui disparaît et on n'en a plus la trace. Elle est impossible à recréer
parce qu'on ne peut pas remonter tout l'historique qui a mené la genèse de cette œuvre. Pareil pour l'ADN d'une graine, dans une graine de plante, on ne peut pas recréer cette information. Donc on est obligé de la préserver. Maintenant, ce qu'on fera de cette information, ça sera aux générations futures d'en trouver l'usage. Mais en tout cas, c'est important de la préserver parce qu'on ne peut pas la recréer si on en avait besoin. C'est surtout ça l'idée principale. Bien, d'autres questions ou on clôture? On va s'arrêter là. Ouais. Où est-ce qu'on en est sur les cellules souches? À quel point de vue? Je disais que sur les cellules souches, vous disiez qu'on ne connaissait pas encore très bien les faits ou les conséquences. Donc, les cellules souches, ce sont des cellules qu'on pensait être uniques au départ à l'embryon. Et donc, c'est ce qu'on appelait cellules souches embryonnaires. Et ça pose un gros problème éthique parce que pour avoir des cellules souches, donc des cellules qui sont capables de faire n'importe quel organe, il fallait avoir des embryons. Et donc, les embryons, ça posait les problèmes éthiques qu'on peut imaginer. Heureusement, aujourd'hui, on a trouvé plein de cellules souches dans le corps humain, adultes, qui sont pratiquement comme des cellules souches embryonnaires. Et encore mieux, on est capable de prendre des cellules différenciées, c'est-à-dire par exemple des cellules de peau, des neurones ou des cellules de muscles, donc des cellules qui sont spécialisées pour une tâche particulière, et on peut reprogrammer leur génome pour les faire revenir à l'état des cellules souches. Donc le grand débat qu'il y a eu au début des années 2000 sur les cellules souches embryonnaires, il est plus ou moins clos, parce qu'on est capable de créer des cellules souches à partir soit de cellules différenciées, soit d'aller accéder à des cellules souches dans le corps humain de l'individu qu'on veut soigner, par exemple, directement à partir de son stock de cellules souches. Donc il y a eu d'énormes avancées qui ont simplifié les problèmes éthiques liés aux cellules souches embryonnaires.